Je vais chaque année à Racine de Ciel. Bien sûr, à Racine de Ciel. Les plus grands auteurs. Écoutez, les histoires de... L'histoire... Citadaya. Racine de Ciel. Citadaya. Bonsoir à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle proposition de Racine de Ciel. Nous recevons ce soir l'écrivain Claude Arnaud pour son dernier livre, Le Mal des Ruines, paru en janvier chez Grasset, récompensé cette année par le prix du mémorial de la ville d'Ajaccio. Claude Arnaud, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation. Et comme d'usage, et avant d'entrer dans le vif du sujet, quelques éléments biographiques à destination de notre public pour éclairer cette conversation. Alors Claude Arnaud, vous êtes né à Paris en 1955, de mère corse et de père bressois, troisième enfant d'une fratrie de 4 garçons. Nous verrons au cours de cet entretien à quel point ce contexte familial, marqué par une succession de drames, détermine nombre de vos écrits. Vous avez grandi porte de Saint-Cloud, entouré de livres. Votre enfance et votre adolescence sont également rythmées par de fréquents séjours en Corse, qui vous amènent aussi à vous poser la question de l'identité et plus largement celle de la pluralité du moi, qui est une thématique récurrente de votre œuvre. Après mai 68, période de militantisme et d'excès que vous évoquez dans votre livre « Qu'as-tu fait de tes frères ?», paru en 2010 chez Grasset, vous devenez collaborateur de presse, puis auteur d'une première pièce de théâtre, Les Salons, en 1985. Votre biographie de Chamfort, homme de lettres, figure des Lumières et de la Révolution, parue 2 ans plus tard, est saluée par plusieurs prix. En 1994, Grasset publie votre premier roman, Le Caméléon, prix Femina la même année, suivi, chez le même éditeur, du Jeu des 4 coins, de Qu'as-tu fait de tes frères, prix Jean-Jacques Rousseau, ou encore de Je ne voulais pas être moi, en 2016. Vous êtes également auteur de nombreux essais et de biographies remarquées, tels que Cocteau en 2003 et Proust contre Cocteau en 2013, prix du Cercle proustien de Cabourg. Le livre dont nous allons parler ce soir, Le Mal des Ruines, évoque des thématiques qui vous sont chères, tout en nous invitant à la découverte de votre Corse personnelle, familiale et intime. Alors une première question, que je qualifierais de presque rituelle, pourquoi ce livre et surtout pourquoi ce livre maintenant ? Alors pourquoi ce livre maintenant ? Oui, la question du maintenant, elle est essentielle parce ça fait très longtemps que je pensais à écrire sur la Corse, dans la mesure où, comme vous l'avez suggéré, une partie de ce que j'écris tourne autour de la question de l'identité, de la définition de soi, de la construction de soi, de l'assurance de soi ou du doute sur soi. Et qu'il est sûr que d'être mi-corse, mi-continental, mais en même temps, toute ma vraie famille est en Corse, parce que c'est la puissance de l'île, c'est que mes deux parents, c'est la mer qui m'a largement emporté là-dessus, et tous nos étaient insulaires. Notre village du Baudio. Donc c'est la Corse qui a tout bouffé, comme souvent dans les familles comme ça mélangées. Et donc pour moi, les racines, si racines il y a, en tout cas l'origine, elle est très très clairement corse. Et parce qu'en plus, elle se racine sur plusieurs siècles. Hein, parce que souvent dans nos familles, nous savons assez bien qui qui sur plusieurs générations. Donc il y a cette espèce de très forte sens de l'origine, de l'appartenance, redoublé évidemment par un très fort sentiment que j'ai eu très tôt de la Corse comme paysage, non seulement comme paysage, mais comme matrice familiale, culturelle, linguistique aussi. Et tout ça, et en même temps avec le paradoxe de porter un nom on ne peut plus continental, indétectable pour un non-initié, et qui faisait que chaque été, je rentrais de l'île, gorgé d'odeurs, de sensations, de souvenirs, de situations insulaires, et que je me retrouvais à Paris à essayer de convaincre mes petits camarades de l'école que j'étais corse, et pour eux le nom c'est fini, le coup près tombait, je n'étais pas corse. Donc il y avait ce jeu assez élémentaire, mais comme vous le savez, les cours d'école sont relativement rugueuses de ce point de vue-là,
vous êtes ceci, vous êtes cela. Bon, donc là j'étais ceci et pas ceci à la fois. Et effectivement a commencé une sorte de rêverie, de réflexion, parfois de malaise, parfois de grande satisfaction à pouvoir jouer les deux rôles, celui du Corse en Corse et celui du Parisien à Paris, qui a d'une certaine façon conditionné toute mon existence. Alors pourquoi maintenant ? Je dirais là assez simplement parce que le temps est passé et que très souvent c'est le temps qui est le meilleur auteur des livres, ou plutôt le meilleur co-auteur en l'occurrence, il faut même qu'on soit deux, lui et moi. C'est le temps qui vous fait écrire les meilleurs livres, je pense en tout cas dans mon cas. C'est le temps qui vous donne de la distance, c'est le temps qui vous donne de l'expérience. J'ai adoré la Corse enfant, je me suis défié de la Corse, j'ai eu un rapport très contradictoire à la Corse à un moment de mon âge adulte, puis j'ai repris pied en Corse ces 10 dernières années, et donc j'ai connu tous les états, et je pense que je ne suis pas le seul, Corse ou diasporique, ou même visiteur de la Corse, qui peut passer par toutes les états et toutes les couleurs. Donc j'ai accumulé de l'expérience, si on peut dire. Et le troisième, je vais essayer d'être bref dans ma réponse, le troisième élément qui fait que je l'écris aujourd'hui, c'est que c'est plus facile pour moi de l'écrire aujourd'hui, dans la mesure où ma famille qui a joué et qui joue encore un rôle politique en Corse ne le joue plus de façon dominante. Je suis plus libre, je me sens plus libre. Voilà, c'était plus difficile tant que mon cousin était maire de Bastia et je ne voulais pas interférer, je ne voulais pas qu'on soupçonne que je sois d'une façon ou d'une autre, que je parle à ce titre-là, je parle à mon titre. Et je ne veux pas impliquer évidemment ma famille, même si je l'évoque, j'espère avec chaleur. Alors, on l'aura compris, le personnage principal de ce livre, à l'origine, au cœur même de cette histoire familiale et intime, c'est la Corse. C'est votre Corse. Vous avez d'ailleurs l'honnêteté de présenter votre propos au lecteur de la façon suivante. Vous écrivez « Je parle de la Corse telle qu'on s'en souvient ou la rêve, non de celle que l'on vit jusqu'à s'y confondre. » Et votre Corse, c'est d'abord celle de vos deux villages maternels, Sermano et Santa Lucia di Mercour. C'est d'abord aussi la lumière, la nature, en contrecoin de ce Paris dont vous dites qu'il est toxique, ce Paris où vous grandissez. Oui, alors, pardon, oui, je voudrais qu'on revienne sur cette notion de lumière, parce que vous y revenez souvent, y compris à partir du nom de votre village, et à partir de la figure tutélaire de Santa Lucia. Donc ça irrigue un petit peu tout le livre, ce sont des références ponctuelles, mais c'est quand même une notion extrêmement présente. C'est la première notion, c'est la première sensation que l'on ressent, cette lumière qui inonde le livre. Je pense que, c'est vrai, je pense que pour un enfant qui est confronté à la Corse, et évidemment la Corse de l'été, comme tous les diasporiques, donc c'est évidemment pas du tout la Corse de l'hiver, c'est pas du tout le même régime, c'est presque un autre pays par certains aspects, mais la Corse de l'été, elle est baignée dans cette lumière qui, pour un enfant, en fait, est beaucoup plus facile à comprendre que Dieu, et beaucoup plus évident à ressentir que Dieu. Donc je dirais c'est l'aspect presque divin de l'île par certains aspects, et je n'en ai jamais fait une religion pour autant, mais l'aspect presque divin de l'île par sa situation exceptionnelle au cœur de la Méditerranée, cette espèce d'érection de montagne comme ça qui a surgi comme d'un seul coup de l'eau et qui a imposé sa loi vertigineuse, ça c'est quelque chose qui insole, je pense, un regard à vie. Et c'est, je pense, cette lumière que j'ai cherchée toute ma vie, partout. Alors là, vraiment, et alors je pense que j'aurais eu sans doute la même chose si j'étais né d'origine grecque, dans une île du Péloponnèse ou de Décanèse. Mais voilà, je suis corse, donc c'est cette lumière-là qui m'a fondé et qui m'a donné le sentiment du monde, la joie d'être au monde et un rapport à la nature que j'ai assez peu hors contexte méditerranéen et hors contexte maritime. Voilà, c'est vraiment cette nature-là, cette lumière-là, cet enchantement d'un contraste de roche qui a surgi violemment et qui est éclairé tout aussi violemment par la lumière, qui fait une espèce de mystique naturelle, je dirais, que j'essaye aussi de restituer dans le livre et qui, à mes yeux, fait aussi le charisme très particulier de la Corse et aussi parfois son attraction fatale, on pourrait dire. Nous allons revenir ensuite à la thématique justement de votre
si j'ose dire, initiation à la nature qui s'est faite en Corse, puisque vous écrivez que si vous aviez uniquement séjourné à Paris, vous auriez pu n'être qu'un individu uniquement livresque. Vous n'auriez pas eu cette perception organique de la nature et cet éveil à un certain nombre de sensations. Mais je voudrais que nous revenions aux origines, parce que c'est quand même très présent, tout du moins dans la première partie du livre, même si on l'évoque ensuite en filigrane dans la suite. Votre rapport à l'île, et c'est important, s'articule autour de points d'ancrage affectif et de lieux particuliers, tels que la Casa Zuccarelli, dont la rusticité devient ici synonyme de puissance. Dans le même temps, vous l'avez dit au début de cet entretien, vous oscillez entre un anonymat parisien, parfois salutaire, et une hyper-notoriété locale, entre la langue française et les sonorités familières de la langue corse, entre le nous, qui est forgé en famille, et le jeu que vous esquissez à titre personnel à Paris. De ce questionnement identitaire, peut-être inconfortable au début, on peut le concevoir, on a le sentiment à la fin du livre qu'il est quasiment apaisé. Est-ce que vous vous êtes réconcilié avec votre hybridation ? Oui, certainement, oui. Alors, disons que là aussi, le temps a beaucoup aidé. Le temps a fait que j'ai de l'expérience et j'ai aussi des livres derrière moi, des livres où j'ai pu parler de cette hybridation, de cette double identité qui se trouve un peu dans tous les domaines de ma vie, y compris affective et sexuelle. Donc c'est le temps, là aussi, le livre, le fait d'avoir pu déposer cette complexité, de n'avoir pas eu à la réduire, comme souvent dans la vie où on doit choisir. Vous êtes corse, vous êtes parisien, vous aimez les femmes, vous aimez les hommes, vous devez trancher, hein. Il y a quand même une forte pression sociale dans ce sens. C'est pas simplement, il y a aussi une pression psychique interne à chacun de se définir à un moment donné, de poser là, voilà, c'est bon, c'est fait. Ce que j'ai fait aussi au cours de ma vie. Et il se trouve que la vie s'est amusée à me balloter, à me retourner, à me faire changer de situation, d'état. Donc j'ai dû apprendre à être un peu plus modeste dans mes déclarations d'intention. Donc là aussi, le temps venu, à travers les livres, je peux arriver à une espèce d'éclairage équilibré et j'espère juste, en tout cas, alors sur la Corse proprement dit, sur le jeu et le nous, c'est vrai que de retourner en Corse comme on le faisait dans notre famille, là il y avait un nous extrêmement puissant, parce que c'était le nous d'une famille assez en vue, dont on parlait, qui était commenté dont la vie était commentée en politique et parfois juste était commentée dans les journaux. Donc il y avait tout de suite un sentiment d'appartenance extrêmement fort, extrêmement valorisant, gratifiant. Je pense que toute personne qui a des attaches en Corse peut partager aussi. On a dans l'île une existence beaucoup plus vite notoire qu'à Paris, où on est perdu dans la masse, on n'est rien du tout. Et on sait que si on meurt, il y aura 3 personnes qui vont prendre notre place, qui attendent déjà les clés de l'appartement. Donc là, la Corse là-dessus réserve un traitement. Tout le monde peut avoir le sentiment d'être un peu connu en Corse. Tout le monde un jour aura son article dans le Corse Matin. Tout le monde aura sa sur 3 colonnes. Il y a ces sentiments quand même. Bon, j'ai pas besoin de rire. Je pense que comme la Corse me comprendra. Donc là aussi, c'était une lutte interne en moi entre ce que j'étais par acquis, par naissance en Corse, et ce que je devais construire à Paris, où là j'étais rien du tout, petit gamin, cadet de 2 aînés, je devais faire ma place dans une famille nombreuse, et donc là les places étaient beaucoup plus chères qu'en Corse. Donc il y a cette double... Et ça a quand même une influence énorme dans la vie, parce que cette assurance que donne la Corse, elle est à la fois une chance, et puis, on va peut-être en parler, elle est parfois aussi un frein. Tout de suite, quelqu'un ou quelque chose est situé, disons, dans une généalogie, un ensemble de liens familiaux, professionnels, sociaux, locaux, parfois aussi vous empêche d'aller un peu plus loin que ce que vous pourriez faire. Oui, parce que cette hyper-notoriété implique l'observance de certaines règles, d'une certaine manière. L'insertion dans cette société d'hyper-proximité suppose aussi le respect des règles en question. Et des règles tacites, évidemment.
sont des règles non dites, mais qui doivent être évidemment respectées. C'est le jeu. Pour jouer, il faut des règles dans toute société, mais donc, forcément, la société corse, le jeu se fait à 300 000, donc les règles sont plus serrées. Quand des grandes villes comme New York, Paris, Londres, forcément. Alors, en rapport avec la minéralité de l'île, dont nous allons parler ensuite, toujours en lien avec cette omniprésence de la nature, votre livre s'appelle, joliment d'ailleurs, Le mal des ruines. Et ces ruines nous ramènent à l'origine de votre famille, puisqu'il y a les fameuses ruines fondatrices du Zuccarello, à 800 mètres d'altitude, cet ombilic de pierre, dites-vous, d'où vient votre famille, marquée également par une malédiction originelle. Mais ce sont aussi les ruines qui jalonnent l'ensemble du paysage insulaire, des vestiges de pierre domestiques ou sacrés, dans la minéralité, inscrits pleinement dans la minéralité environnante. Alors ces ruines, on peut leur trouver un certain nombre de symboliques, un certain nombre de sens. On peut même dire comme Volney qu'elles sont le signe d'une altération qui est le signe de la corruption de l'homme face à un état originel oublié et face à un mépris de la nature. En Corse, pour vous, quel sens prend ce mal des ruines? Quel sens prennent ces ruines, ce mal des ruines dont vous dites à la fin du livre que vous en êtes délivré? Alors je dirais, le sens premier pour moi, et évidemment, c'était que ces ruines sont notre origine. Donc, d'une façon, c'est le début de notre monde, de notre vie sur Terre, sur la Terre insulaire en tout cas, est à l'état de ruine. Donc il y a à la fois une authenticité, une sincérité, et c'est pas du tout une dégradation comme vous connaissez. Pour moi, c'est vraiment l'état de culture, de l'origine. C'est ce village de Zuccarello, donc tout près de Saint-Angelo, donc dans le Vaud, dans l'origine, et qui est une ruine complète, qui a donc été cuite par notre famille, nos ancêtres, par le prêtre qui n'avait pas attendu pour commencer sa messe. Et donc là, vous avez des maisons, des restes de construction. On voit que ça a été vécu, habité jusqu'à il y a 2 siècles, 2 siècles et demi sans doute, et qu'ils sont partis, mais c'est encore là. Et ça, c'est très fort encore, je pense, ce respect, cette espèce de... Oui, c'est un respect pour les ruines. Je pense qu'il y a un respect pour la vie de nos ancêtres, du savoir-faire de nos ancêtres. Donc, quand même, des preuves d'une très grande capacité d'adaptation par rapport à un paysage extrêmement rude, extrêmement granitique, par moments aride, hyper exposé au vent, aux animaux, aux prédateurs de toutes sortes. Et donc là, il y a quelque chose d'une sincérité, d'une authenticité qui est, je dirais, le propre de la Corse. Et pour moi, c'est ce qui m'a peut-être le plus marqué, c'est que l'histoire s'est déposée en Corse, entre autres dans ces ruines, pas seulement évidemment, et elle donne une idée d'authenticité que j'ai pratiquement jamais retrouvée ailleurs dans le monde. C'est-à-dire que j'ai un sens, alors vraiment ça c'est quand je le dois à Lille, j'ai un sens si vous m'amenez dans un pays et qu'on tombe sur une église qui a été, je peux vous dire assez vite si elle a été restaurée ou pas, en tout cas depuis un siècle ou deux. Je sens quand le passé est vrai, et je sens très vite quand il est façonné, friqué, manucuré, pomponné, comme la Corse n'est pas pomponnée, c'est sa grande force, c'est sa rugosité, c'est parfois, on pourrait aussi trouver que ça manque à l'occasion, mais elle a cette fidélité à sa propre histoire, à ses propres racines qui passent à travers les ruines et qui rendent ces ruines parfois bouleversantes. Parce que là, on dirait que on ne veut plus toucher rien. Cette vie, la vie a déserté ces bâtiments ou ces villages, et il y en a tellement en Corse qui sont en ruine et accessibles en même temps. Mais quelque chose reste intact et intouché. Et ça, c'est extrêmement touchant. Parce que c'est mort et en même temps, ce n'est pas détruit. Ce n'a pas été rasé. Ce qui est mort persiste. Alors, pas seulement évidemment nos morts qui sont dans l'évidence sont souvent des emplacements magnifiques et plus beaux que ceux des vivants, avec des terre fracassantes, mais aussi la maison des morts. La maison de ceux qui sont partis et qu'on garde comme pour leur dire qu'ils pourraient
à l'occasion revenir s'il ressuscitait. Je pense qu'il y a un fantôme de Pâques, de Pasqua généralisé en Corse. Il pourrait y avoir une Pâques pour tout le monde et peut-être qu'un jour, d'ailleurs un moment, dans les nombreuses, on pourra en parler de livre, les nombreuses étapes pour connu ce livre, il y avait toute une grande scène où il y avait une sorte de Pâques provoquée par un micro-séisme, justement dans le village de Pau, et les tombes se fissuraient et les morts arrivaient certainement à s'échapper et reprenaient leur vie, et retrouver leur maison, et retrouver leur vie. Mais il y a quelque chose de ça, et ça je pense que c'est vraiment émouvant. Ce sentiment que l'île pourrait vaincre la mort, qu'il y a dans ce paysage, qu'il y a dans cette confrontation à la Méditerranée splendide, une espèce d'amulette contre la mort. Oui, et justement, peut-être aussi parce que ces ruines sont aussi une émanation de la nature omnipotente et omniprésente en Corse, puisqu'elles sont souvent constituées de matériaux minéraux, et le granit en particulier. Vous écrivez d'ailleurs à propos de la nature, vivre ici, c'est se soumettre au règne d'une nature littéralement incontestable. Alors cette minéralité, quasiment cette radioactivité de la roche qui influence, qui détermine, comment l'avez-vous perçue enfant et comment la percevez-vous encore maintenant ? J'aime beaucoup le mot de radioactivité parce que c'est très juste pour la Corse. Cette impression qu'il n'y a pas que le soleil qui est un sol qui charge en énergie, en beauté, en grandeur et en orgueil aussi, on pourra en parler. Il y a aussi cette radioactivité de la montagne, du granit, de la lauze, du schiste, de tous ces éléments organiques auxquels les populations corses, nos ancêtres, donc, ont dû s'affronter et ont dû d'une certaine façon adopter à travers les matériaux de construction, jusqu'à eux-mêmes d'une certaine façon s'imprégner et s'imbiber de cette substance rocailleuse extrêmement rude, extrêmement rugueuse. Il y a indéniablement quelque chose de rugueux dans la Corse qui persiste bien au-delà des siècles. Donc ça, oui, il y a une sorte de radioactivité de la montagne, et ça, je l'ai senti, sans doute aussi parce que depuis ce village de Tsukarel, autant que depuis Santa Lucia di Mercurio ou de Tralonca, on voit les aiguilles de Popolas. Les aiguilles de Popolas, c'est vraiment quelque chose de mythique. Ça irradie d'une force à la fois tellurique, de quelque chose de presque sanguin au coucher du soleil, parce qu'elles deviennent rougeoyantes, et que on ne sait pas si c'est des dents carnivores qui ont mangé une nouvelle proie. Enfin, il y a quelque chose de vraiment fantastique et qui m'a beaucoup impressionné enfant. C'est quelque chose le paysage vraiment vous pénètre, s'insinue en vous, vous colonise, vous influence. C'est le propre d'un certain nombre de paysages sur Terre, mais je dirais la nature a eu du talent sur Terre, et en Corse, elle a eu par endroits du génie. Et des endroits qui ont eu du génie, comme les aiguilles de Popolas ou le col de Bavel, évidemment les Calanques, tous ces endroits-là qui sont... là, le génie, il est comme tout génie, il vous marque. Vous ne pouvez pas juste passer devant comme un paysage talentueux, harmonieux, élégant, comme on en voit sur le continent, comme on en voit... Et c'est autre chose. Là, il y a une dimension géniale, il y a une dimension presque traumatisante par certains aspects. Je pense qu'il y a aussi des moments qu'ont vécu nos ancêtres dans ces villages, quand il y avait des tempêtes, pas simplement quand il y avait des razzias de barbaresque, mais quand il y avait des tempêtes, quand il y avait le verglas, le gel, quand il y avait... je pense qu'il y a eu des moments de terreur, et qui, comme dans toute terreur, dans toute tragédie naturelle, la seule façon de se protéger de la terreur, c'est de s'imprégner et de réutiliser ces éléments pour s'en protéger, donc de faire des maisons qui ont une forme d'adaptation à l'environnement exceptionnelle. Et comme toujours, comme toutes les formes très bien adaptées, c'est très beau. Les villages corses, les plus beaux des villages corses sont somptueux parce qu'ils sont en arête comme ça, ils ont quelque chose d'animal, on sent un squelette qui essayait par mimétisme de s'adapter au tracé de la ligne de crête, quoi. Donc qui imite la ligne de crête, comme
toutes les espèces. Vous savez que le mimétisme dans les espèces fragiles, le mimétisme sert à imiter l'espèce forte et à s'en protéger. On peut dire que de ce point de vue-là, nos villages sont une forme d'imitation aussi de la puissance destructrice de la nature pour s'en protéger. Oui, alors vous avez employé des mots très forts, hein, terreur, puissance destructrice. Et dans ce livre, en parallèle de votre cheminement personnel, vous évoquez aussi certains épisodes de l'histoire corse contemporaine, de l'actualité, et notamment un crime particulièrement atroce survenu en 2005 à Corté, dont l'un des épicentres, si j'ose dire, fut votre village de Sainte-Lucie. Alors ce crime semble ici synthétiser plusieurs thèmes récurrents: la violence, criminelle ou politique, la porosité des milieux dans une île où règne l'hyperproximité, nous l'avons déjà dit, la transgression ultime également, qui consiste à laisser un corps sans sépulture. Pourquoi dans l'articulation même d'un livre aussi intime, avoir accordé cette place à cet événement? En quoi cet événement vous a-t-il interpellé? En quoi vous a-t-il fasciné? Alors, il y a un élément très concret, c'est que c'est une sorte d'une affaire de jalousie entre deux Cortenais, l'un restaurateur, l'autre quartier, autour d'une femme, mais aussi autour de dettes de jeu, de dettes de poker. Donc, jusque-là, il y a pas grand-chose à en dire, sinon que la victime a été pas seulement tuée, mais décapitée, et que le corps a été jeté au cochon dans notre village de Sainte-Lucie, Santa Lucia di Merco, où j'allais moi-même, quand j'étais enfant jusqu'à l'adolescence, chaque soir, jeter nos déchets, les déchets de nos deux repas quotidiens, à Saint-Roch, un petit lieu-dit du village, où des éleveurs avaient leurs cochons. Et c'était, je dirais, à la fois une sorte de recyclage écologique avant l'écologie, et de petits gestes, typiquement insulaires, d'entraide et de sympathie, disons. Et donc, ces cochons-là, je dirais, je peux pas dire que je les connaissais. Évidemment, il y avait eu deux générations de cochons entre les miens et ceux à qui était jetée la pauvre victime. Mais ce qui m'a fasciné, c'était qu'il y a et puis donc la tête a été coupée et jetée dans un puits tout près de la ligne de la Micheline Corté-Ajax. Et il y avait une horreur évidemment très particulière. Il y avait évidemment un condensé de la violence que la Corse connaissait à l'époque, qui a connu à peu près 2005, ça commence à être le déclin, et Dieu merci, j'espère que c'est derrière nous. Mais disons que ça concluait 20 années d'une assez grande violence, et pas seulement politique, mais aussi criminelle, délictueuse globalement, et qu'il y avait quelque chose qui a fait finir par envahir l'espace insulaire, et moi-même m'éloigner de la Corse, parce que il y avait quelque chose qui était trop tendu, trop dur dans l'affrontement, et ma famille était évidemment un des pôles de cet affrontement. Donc tous ces gens-là, alors par ailleurs, l'assassin s'est révélé très vite avoir été secondé par toute une équipe qui était à très grosse majorité constituée une cellule nationaliste de Corté, et qui avait eux-mêmes plastiqué notre maison de famille, la Casa Zuccarelli à Santa Lucia di Merco. Donc il y avait une espèce de, vous parliez d'hyper-proximité, là c'était plus une hyper-proximité, c'était une espèce de condensé un peu incroyable, où les mêmes pouvaient à la fois être cafetiers, nationalistes, assassins pour une fois, et plastiquer notre maison, et par ailleurs revenir le lendemain sous une autre casquette, si on peut dire. Toute cette espèce d'insularité extrême qui me semblait dire quelque chose quand même du lieu. Je pense qu'on ne pouvait... Voilà, je voulais parler non seulement de ces montagnes, de cette nature, de cette lumière, de ces ruines, mais aussi de l'effet, d'une certaine façon, que peut-être, c'est une des hypothèses du livre, que cette conjonction d'éléments extrêmement puissants, mais par certains côtés tragiques, peut entraîner. Voilà. Et ce rapport à la violence que l'île a connu, et
connais quand même, ça va mieux, j'espère que ça durera. Quelque chose s'était noué là, il m'a semblé, et s'était noué aussi avec mes souvenirs de petit gamin allant nourrir ses cochons et ayant cette proximité avec les bêtes que je ne connaissais jamais à Paris, parce qu'à Paris, nous n'avions ni chien ni chat, il y avait pas de bêtes à Paris. Tout d'un coup, encore, c'était plein de bêtes, plein de cochons, plein de brebis, plein de moutons, plein de prédateurs de toutes sortes, d'escargots, ça pullulait de partout, et c'était aussi une des charmes, et effectivement, ça m'a donné une dimension de la vie que je n'aurais pas connue sans la Corse. C'est le rapport à vraiment à l'origine, à la nature, à l'animalité, à la vie hors du temps, quoi, qu'on peut avoir l'illusion de vivre encore quand on monte dans nos villages et qu'on marche dans le maquis, ou qu'on monte à certaines bergeries qui sont parfois pas si loin, qui sont parfois même à 3/4 d'heure de marche, mais là on est hors du monde et on ne sait pas si on est au XVIe siècle, sous l'Antiquité, aujourd'hui, on est hors temps. Alors justement, ce rapport à la Corse que vous décrivez, il n'est pas du tout linéaire dans le livre. Vous passez à la fois par des phases d'amour, d'adoration, mais aussi par des phases de détestation. Et à un moment du livre, vous créez un double virtuel que vous prénommez Claudio, dont vous imaginez qu'il aurait pu s'installer dans votre village de Santa Lucia di Mercurio. Et vous entamez d'ailleurs une discussion avec lui, une discussion politique, avec l'un avançant des arguments opposés à ceux de l'autre, enfin. Alors ce Claudio, est-il un artifice romanesque ou une identité alternative, comme l'était Arnulf dans un de vos précédents livres? Oui, la question est très, très judicieuse. Je dirais que c'est à peu près à la même époque que Arnulf, donc qui était, pour ceux qui n'ont pas lu Qu'as-tu fait de tes frères, Arnulf qui était cette espèce d'alias qui était moi au sortir de l'adolescence dans le Paris de l'après mai 68, du début des années 70, disons, et qui était un marginal très, très politisé, vivant à droite et à gauche dans des appartements où on l'hébergeait, zonant comme on disait à l'époque, ne faisant pas d'études, bon voilà, étant toujours aux marges de la légalité et de la vie entre guillemets normale. C'est vrai qu'à une époque tout était possible pour lui, et le retour en Corse a été évoqué par lui, donc par celui que j'étais à cette époque-là. Parce qu'il y a des facilités en Corse qu'on n'a pas à Paris. Il y a, comme je le disais au début de notre entretien, il y a évidemment une famille nombreuse, et il y a des espoirs peut-être exagérés de facilité, peut-être de trouver du travail, des postes. Il y avait encore cette rêverie, je pense, que connaissent pas mal de gens de la diaspora, que peut-être, bon, en revenant dans l'île, ça sera, dans les fêtes, c'est beaucoup plus compliqué, mais enfin, on peut y rêver, et j'ai pu y penser à un moment donné, comme une chose possible. Et puis, j'ai vu des cousins à moi, cousins germains, qui vivaient aussi sur le continent, et qui sont rentrés. Alors là, c'était au moment de Riaquist, pour des raisons, je dirais, culturelles ou idéologiques, et que j'ai vu se recorsiser aussi. J'avais même vu mon grand-père, un des frères de ma mère, qui avait vécu lui aussi sur le continent, à la retraite, monter au village, faire ses courgettes et se recorsiser à une vitesse assez impressionnante. Donc je savais depuis très jeune que il y a ce pouvoir qu'a l'île de reformuler une personne, de l'obliger pratiquement à se reconfigurer. Ça, je l'ai vu, ça m'a frappé très très jeune, et ça me frappe encore aujourd'hui de voir comment certains de nos compatriotes de retour dans l'île comme s'ils mettaient en activité un second cerveau, un cerveau insulaire, parfois d'ailleurs retrouvent l'accent ou le reprennent quand ils l'ont perdu, et se remettent à penser corse. Parce que évidemment, il y a une façon par moment de penser qu'on peut qualifier de spécifiquement corse. Donc je savais tout ça, et c'est un jeu qui a vraiment été fondateur pour moi. Je l'ai pas joué jusqu'au bout. Je ne suis pas devenu Claudio. Je n'ai pas pris le nom de
ma mère, le nom de jeune fille de ma mère, Tourkine, ou de ma grand-mère, Tsoukarel, mais j'ai pu penser avoir la possibilité de le faire. Et c'est quand même intéressant dans la vie, et je dirais que ça, c'est une richesse, quoi qu'il en soit, d'avoir cette opportunité de pouvoir imaginer qu'une autre vie nous attend quelque part. Il y a une beauté quand même, il y a du romanesque dans ça aussi. Alors je pense qu'une fois, comme toujours, quand on rentre dans l'île, le romanesque, il a tendance à s'évaporer et la réalité à s'imposer. Vous parliez justement du pouvoir de l'île. Elle a même le pouvoir extraordinaire de nous pousser à la rechercher ailleurs, sous d'autres cieux. Parce que justement, après avoir opéré une recherche identitaire, un pied dedans, un pied dehors, ce que vous définissez joliment comme une insularité mentale, vous allez chercher des terres de procuration ou de substitution tout autour de la Méditerranée, en Albanie notamment, lieu où se déroule votre premier roman, Le Caméléon. Puis, vous cherchez la Corse ailleurs, à Haïti par exemple, ou encore dans l'archipel toscan. Cette thématique de l'insularité est omniprésente, là encore dans le livre. Vous écrivez l'insularité concentre, décape, aiguise, ou encore cette très belle phrase « Une île ne s'explique pas, elle résiste à l'analyse, tout comme l'éclat aveuglant du soleil sur la mer ». Même lorsque vous évoquez votre fratrie au sein de l'agglomération parisienne, vous parlez d'une allégorie de l'île. Alors, où en êtes-vous aujourd'hui de ce rapport aux îles et à l'insularité, en dehors de la Corse, ou avec la Corse? Les îles me fascinent toujours autant. C'est quelque chose d'un peu obsessionnel. C'est peut-être la vue, peut-être la vue pour moi la plus émouvante et la plus prenante, c'est d'être dans une île et de regarder d'autres îles. Je pense aussi qu'il y a évidemment, oui, il y a la Corse derrière tout ça. Il y a le fait que de Bastia, on voit les îles de l'archipel toscan, et que c'est quelque chose qui là aussi m'impressionnait beaucoup enfant, parce que quand on montait dans nos appartements sur la place Saint-Nicolas, on voyait ces îles. Et ces îles, aucun Corse n'y allait. C'était encore joli d'ailleurs. Elles sont peu fréquentées par les Corses, et il y en a qui nous écoutent, je le sais. Je les encourage à y aller, parce que c'est merveilleux. C'est tout près, c'est tout là, ses cousins. Et je savais que ces îles vivaient en Italie, parlaient l'italien, donc obéissaient à d'autres lois, appartenaient à une autre histoire. Et c'était tout proche, beaucoup plus proche que le continent français. C'est là où on est, à part peut-être les Bouches de Boniface, c'est là où on est vraiment le plus près d'un autre pays en Corse. Et c'était une rêverie permanente. Je me disais, mais est-ce que l'eau devrait changer de couleur entre l'Italie et la France? Mais l'eau ne changeait pas de couleur. Et ces îles ressemblaient un peu à nos îles aussi. Donc il y avait là encore un jeu sur l'identité. Et évidemment, les relations entre la Corse et l'Italie, elles sont en fait plus anciennes et d'une certaine façon peut-être plus riches que les relations entre la Corse et la France. Donc là aussi, il y avait encore un jeu de dédoublement potentiel. Et d'une certaine façon, ce dédoublement, je l'ai vécu en vivant à un certain moment de ma vie en Italie, en ayant des rapports extrêmement intimes avec l'Italie. Et donc, mais voilà, donc toujours cette vue des îles. J'ai un peu la même intensité quand je suis sur le littoral turc et que je vois les îles grecques qui sont toutes proches aussi, comme les îles de l'archipel toscan sont proches de Bastia ou du Cap ou de la Kazink. C'est comme une mise en abîme d'un principe d'insularité que par ailleurs nous vivions. Alors peut-être on peut en dire un mot, mes trois frères et moi. Alors le fait d'être d'origine corse contribuait à ça, mais je pense que c'était pas du tout l'explication fondamentale. Je pense qu'on manifestait une forme de singularité qui fait qu'on s'est très vite, nous quatre, identifiés à des îles, alors qu'on était très proches et qu'on formait une fratrie quand même très très soudée, violente, comme toutes les fratries, mais il y avait ce sentiment très fort, et j'ai le sentiment très fort d'être une sorte d'île. Alors là, c'est bien au-delà de la Corse, je pense, ça serait un peu long à expliquer, mais je pense que c'est par ailleurs un sentiment très humain, mais il était très fort chez nous.
Alors, parmi les thématiques présentes dans ce livre, il y a également la place accordée à la mort. Le livre se conclut d'ailleurs par l'évocation de la vôtre et de votre sépulture rêvée, qui vous permettrait de faire corps avec cette terre insulaire dont vous dites qu'elle est un paradis pour les morts plus que pour les vivants. La mort omniprésente, évidemment, par les drames qui jalonnent votre histoire familiale, la perte de votre mère, puis celle de vos deux frères. Elle est, si j'ose dire, consubstantielle, chez vous à l'acte d'écrire, puisque vous écrivez même que vous avez souhaité, et l'expression est bouleversante, offrir à vos morts une sépulture de papier. L'écriture, dont vous avez dit qu'il faut écrire pour se connaître, est-elle l'ultime remède au mal des ruines ? Oui, bien sûr, ça je pense, oui, fondamentalement, j'écris pour ça, vous l'avez justement pointé, juste pour enterrer mes morts, leur donner une forme de vie de papier, et effectivement combattre le mal des ruines, combattre et d'une façon à ma façon, mes livres sont peut-être comme comme ces ruines que je décrivais dans le village de Tsoukarel ou tant de villages corses, où tout est là, on a l'impression que la vie pourrait reprendre, mais bon, évidemment, c'est pas exactement la vraie vie. Les gens sont morts, mais on fait comme si je fais comme si jamais ma mère, donc morte quand j'avais 18 ans d'une leucémie, mon frère aîné suicidé quand j'avais 22 ans en se jetant de 3e étage d'un hôpital psychiatrique, et mon frère Philippe mort dans le golfe de Porto, noyé, suicidé, on ne sait pas, dont on n'a jamais retrouvé le corps. Donc je leur ai donné d'une façon des ruines de papier, oui, des maisons de papier pour qu'ils continuent, et ça a fonctionné. Là, je dirais, ça a fonctionné. Pour moi d'abord, ça a été un soulagement gigantesque de pouvoir leur offrir ça, et pour les gens qui les ont connus, non seulement ma famille en Corse, mais des gens qui nous connaissaient à Paris, et plus globalement, une impression pour moi que tout n'était pas détruit, car j'avais quand même cette impression-là à chaque mort. Peut-être la plus terrible, c'est le suicide de mon frère aîné, qui est mort en ne laissant pratiquement rien, parce qu'il avait 29 ans, et que mon père, qui était gêné d'avoir engendré un fils schizophrène, mon père avait jeté tout ce qu'il avait laissé, le roman qu'il avait en cours, les notes qu'il prenait, tout ça. Donc là, il y a l'impression, ça, c'est vraiment été le grand choc de ma vie. On pouvait mourir comme ça et ne rien laisser, et donc disparaître de façon radicale. Ça, je pense que c'est l'impression la plus traumatisante de ma vie. Effectivement, tout ce que je fais sort de là. Et là-dessus, je ne sais pas si je dois remercier le destin, c'est impossible, évidemment. Mais quand même, la puissance du choc a aussi, comme parfois dans la vie, comme disaient les Grecs, le poison est aussi le remède, pharmacon. Le poison est aussi le remède. Le livre se conclut d'ailleurs de façon lumineuse, et non pas, puisqu'il y a cette échappée vers un ailleurs où vous pourrez entrevoir la silhouette de vos disparus. Oui, j'espère. Je n'y crois pas trop, mais je peux l'espérer. Je peux l'espérer. Et je pense qu'effectivement, laisser un peu de vie dans des livres, c'est quand même ce que moi j'ai inventé de mieux. D'autres gens ont des solutions plus simples, hein, en engendrant, en donnant la vie directement. Disons que ma solution à moi, c'était de redonner la vie, ou de recréer la vie, de réengendrer la vie. Vous avez d'ailleurs écrit dans « Je ne voulais pas être moi »,« Je n'ai pas fondé de famille, j'ai recréé la mienne par le verbe, c'est une autre forme de fécondité ». Merci de l'avoir retenu. Claude Arnaud, merci infiniment de nous avoir accordé cet entretien. Cette émission s'achève, merci de l'avoir suivie. Vous pourrez la revoir ainsi que nos précédentes éditions sur la chaîne YouTube de Racines de Ciel. Le livre de Claude Arnaud, que je vais montrer à l'écran, est bien entendu disponible chez notre partenaire, la librairie La Marge à Ajaccio.
Merci à Nicolas, notre régisseur. Merci évidemment à Michel Léca d'avoir permis cette rencontre. Bonne fin de soirée à toutes et à tous. Et à très bientôt. Bien sûr, écoutez les histoires d'Anne. Dans mon bouquin, j'attendrai la fin du monde. Libre à chacun d'y trouver ce qu'il voudra. Une autre vie, je m'immerge jusqu'aux dents. Serre donc ma main, tout lâché pour l'écrivain. Les pages se tournent, j'arrive au bout du chemin, mais j'y suis trop bien. Dans mon bouquin, j'attendrai la fin du monde. Dans ces feuillets, mon mirador. Dans ces feuillets, mon mirador. Oui, Racine de ciel, j'ai lu évidemment chaque année. Les plus grands auteurs sont tous là-bas. Lire au goulot la vodka des doux sommeils. Le monde réel ne sied guère au plus grand rêve. J'oublie le reste, abandonne-moi sur la route. Que l'écrivain me rattrape sur le chemin. L'ouvrage est long, l'oiseau y plonge en piqué. Moi sur ses ailes. Dans mon bouquin, j'attendrai la fin du monde. Dans ces feuillets, mon mirador. Dans ces feuillets, mon mirador. Lire au boulot la vodka des doux sommeils. Le monde réel ne sied guère au plus grand rêve. J'oublie le reste, abandonne-moi sur la route. Que l'écrivain me rattrape sur le chemin.